Bonjour et bienvenue dans Politique sur France 24 en partenariat avec Slate.fr. Avec moi sur ce plateau, son fondateur Jean-Marie Colombani. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Marc. Également Bruno Jeudi, qui est directeur de la Tribune Dimanche. Bonjour Marc. Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Bonjour. Bonjour. Et Carole Barjon, qui est éditorialiste à la revue Politique et Parlementaire. Bonjour Carole. Bonjour Marc. Alors ce mercredi, un conseil de défense et de sécurité nationale s'est réuni à l'Élysée, non pas pour évoquer la menace russe ou parler de la lutte contre le Covid, mais pour parler des frères musulmans. Autour du président étaient rassemblés les ministres, notamment ceux de l'Intérieur, de l'Éducation, des Sports, des Finances, pour parler d'un rapport qui avait été commandé et intitulé « Les frères musulmans et islamisme politique en France » et surtout des conséquences à en tirer, un sujet explosif qui a suscité un vif débat au sein même du Conseil de défense et ensuite sur la scène politique et médiatique. Alors avant de le continuer ici, voyons exactement de quoi parle ce rapport. Les frères musulmans sont-ils une menace pour la société française? C'est ce que prétend un rapport de 73 pages rédigé par 2 hauts fonctionnaires. Le texte présente le caractère subversif du projet porté par la mouvance islamiste. La réalité de cette menace, même si elle repose sur une temporalité longue et ne recourt pas à l'action violente, fait peser le risque d'une atteinte au tissu associatif et aux institutions républicaines et plus largement à la cohésion nationale. Selon l'Élysée, le but de la mouvance n'est pas de s'enclaver comme le fait le séparatisme, mais plutôt de dissimuler pour aller à la conquête des antennes de pouvoir et notamment les municipalités. En d'autres termes, œuvrer sur la durée pour obtenir petit à petit des modifications des règles locales ou nationales, comme la laïcité ou l'égalité femmes-hommes. Tout juste élu à la tête des Républicains, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est rapidement emparé du dossier. Il existe un islamisme à bas bruit qui se répand notamment en tentant d'entrer et d'infiltrer les associations sportives, culturelles, sociales ou autres. L'entrisme des frères musulmans a pour but de faire basculer toute la société française dans la charia. Mais selon le rapport, aucun document ne prouve la volonté des frères musulmans d'établir dans l'Hexagone un État islamique ou d'y imposer la charia. Le rapport s'inquiète en revanche d'une rigorisation de la pratique religieuse avec une recrudescence des jeunes filles portant une abaya. Le parti Renaissance de Gabriel Attal est monté au créneau pour demander l'interdiction du port du voile dans l'espace public aux mineurs de moins de 15 ans. Alors suite à ce conseil de défense, aucune mesure concrète n'a été annoncée, contrairement à ce qui était prévu. Mais le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a livré quelques pistes ce mercredi au Sénat. On l'écoute. Ce qui devra être proposé dans les mois à venir, dans les semaines à venir, c'est une meilleure organisation de l'État avec un vrai chef de file en matière de renseignement et un parquet administratif au ministère de l'Intérieur pour, diligenter des dissolutions, diligenter des entraves administratives. 2, les circuits financiers. C'est capital. Voilà, donc quelques pistes. Jean-Marie, le président a demandé à ce que des mesures plus précises, plus travaillées sans doute, soient présentées lors d'un nouveau conseil de défense début juin, donc très rapidement. Quelle est votre analyse sur ce rapport, la façon dont il a été appréhendé et reçu? Il y a d'abord un point presque institutionnel, c'est-à-dire le fait que le président convoque un conseil de défense à l'intérieur duquel il y a une vraie bataille politique. Et à l'intérieur duquel le président a manifestement critiqué le ministre de l'Intérieur pour l'exploitation qui est faite de ce rapport, alors que le rapport devait rester secret avant que le président n'en dévoile et le contenu et les mesures qui pouvaient aller avec. Il avait fuité dans le Figaro mardi matin. Voilà, il y a un problème de gouvernance là et de fait qu'un certain nombre de ministres n'ont toujours pas intégré que... Il y a le gouvernement qui gouverne, mais il y a aussi un président de la République qui a une légitimité plus forte que la leur. C'est le cas aussi de Gérald Darmanin, avec l'annonce impromptue de son pénitencier, sa super prison à Saint-Laurent-du-Maroni, alors que le président de la République a découvert ça dans la presse, enfin dans l'annonce à la télévision. Donc là aussi, il y a un manquement et quelque chose qui regarde vraiment la façon dont la cohabitation s'exerce bien ou mal, plutôt mal en l'espèce. L'autre chose, c'est que beaucoup de choses qui sont dans ce rapport sont connues. Les frères musulmans, on ne les découvre pas aujourd'hui. Nicolas Sarkozy, un temps, les avait même institutionnalisés. On avait fait même un partenaire d'une discussion avec l'État. Ça avait tourné court parce que ça n'avait pas vraiment marché comme le souhaitait Nicolas Sarkozy, mais néanmoins,
Donc ce n'est pas quelque chose que l'on découvre. Et par ailleurs, il faut bien prendre la mesure de ce que sont les implantations des frères musulmans. C'est, je crois, 128 ou 129 mosquées et donc ça représente à peu près 7% des lieux de culte en France qui sont sous contrôle des frères musulmans, 7% des lieux de culte musulmans. Donc ça donne un peu la mesure de ce dont on parle. En revanche, là où il y a un vrai problème et une vraie discussion et une vraie question politique, c'est l'arrivée des municipales. Et si on regarde l'arrivée des municipales, il y a un épouvantail en France qui est le contre-modèle belge, c'est-à-dire le fait plusieurs municipalités de Bruxelles, notamment Molenbeek, soient passées totalement sous contrôle de gens qui sont des frères musulmans revendiqués. Et donc ça, c'est le danger qui peut guetter un certain nombre de municipalités, parce qu'à la faveur des municipales, il va y avoir des candidats qui, masqués ou non, vont faire en effet de l'entrisme. Après, c'est aux élus locaux et aux instances locales pas de s'en accommoder, mais au contraire de lutter ou d'éviter cela à leur population, bien sûr. Mais de là à dire que de ce rapport naît la conviction que nous sommes menacés par l'application de la charia en France, ça, je pense qu'on est vraiment dans l'instrumentalisation politique au dernier degré de ce que peut être l'instrumentalisation, c'est-à-dire quelque chose qui va jouer en sens inverse de ce que souhaitent peut-être les promoteurs de ce rapport. Alors les rédacteurs sont un préfet et un diplomate. Bruno, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce rapport. Jean-Marie citait des chiffres. C'est vrai que le nombre d'associations sportives qui sont concernés, quand on regarde en pourcentage, c'est moins de 1%. Les nombres d'élèves concernés, c'est moins de 0,03%, j'ai fait le calcul. Mais d'un autre côté, il y a cette idée, notamment dont parle Bruno Retailleau, qu'il y a ce travail souterrain qui est à l'œuvre et qu'il est temps pour l'État français de taper du poing sur la table et d'agir. Tout est vrai dans ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est vrai que les chiffres... c'est petit, mais ce qui compte, c'est plutôt l'emprise que ça peut avoir sur le reste de la communauté. Après, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi faire attention aux proportions. C'est-à-dire qu'il y a 20% des musulmans qui pratiquent le culte. Aussi, les musulmans qui sont installés sur le pays sont en phase de sécularisation, comme on dit. Il y en a largement plus de la moitié qui sont favorables à la législation sur le voile. Donc, il faut aussi redonner un certain nombre d'éléments qui sont factuellement vrais. Maintenant, si peut-être qu'Emmanuel Macron a été agacé de voir la fuite d'une partie du rapport et se faire chipper en quelque sorte la présentation du sujet, c'est aussi parce que peut-être que c'est l'un de ses points faibles, qu'il n'a pas véritablement pris la mesure du sujet depuis tant d'années. On sait que toutes les questions de sécurité régalienne sont quand même un peu l'angle mort du macronisme. Donc il a fait un recadrage en Conseil de défense, qui est assez rare quand même, et il a reporté la présentation des mesures ultérieurement en signe un peu de recadrage de son ministre de l'Intérieur, sans doute se sentant poussé des ailes après sa victoire ce week-end aux élections internes des Républicains. Il n'en reste pas moins que le sujet est sur la table, qu'il faut prendre des mesures, que l'interdiction pure et simple des frères musulmans, il faut arrêter. C'est une nébuleuse, c'est pas une loi association, loi 1901, vous n'allez pas les interdire comme ça. Ça poserait aussi des difficultés sur le plan aussi diplomatique avec certains pays par ailleurs. Mais c'est pas pour autant qu'il faut mettre le sujet sur la table. Et Bruno Retailleau a raison quand même de le poser. Je suis d'accord avec Jean-Marie, mais je fais attention sur les municipales. On a dit exactement la même chose lors des dernières municipales, avec le risque de prise de municipalité. Ça n'a pas été le cas. Donc peut-être qu'il faut aussi être dans la nuance quand il s'agit aussi de ces sujets-là, sans fermer les yeux sur le danger. Ça, juste un mot, parce que le sujet n'est pas sur la table d'aujourd'hui. On sort quand même d'une loi sur le séparatisme, qui a été quand même un des éléments clés du, pour le moment, second mandat d'Emmanuel Macron. Donc on ne peut pas dire non plus que Emmanuel Macron ait ignoré le problème. D'ailleurs, Carole, juste un mot à ce propos-là, l'Élysée a rappelé qu'il y a eu 741 établissements fermés de manière temporaire ou définitive
justement à cause de cette loi sur le séparatisme qui a été votée il y a quelques années et qui permet de taper au portefeuille, de fermer des associations. Donc la question c'est ça, est-ce que cette loi permet d'appréhender le problème ou, comme ceux qui parlent dans le monde politique, voire certains académiques, de l'entrisme des frères musulmans, c'est pas la bonne façon d'appréhender un vrai problème? Si, l'entrisme, c'est un vrai sujet quand même. Et précisément parce que même si je suis d'accord, c'est un phénomène pour le moment assez minoritaire, les chiffres, vous venez tous de les rappeler, mais les frères musulmans, ils ont, enfin, d'après tous les chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet, ils ont une stratégie de très long terme. Très long terme. Ils ne sont pas pressés. Retailleau le souligne d'ailleurs lui-même, c'est extrêmement délicat à traiter et à contrer parce que très souvent, ils commettent pas de délit. Comme l'a dit Retailleau lui-même, y a pas on peut pas dissoudre une idéologie. Comment voulez-vous empêcher dans ces quelques associations qui peut-être seront plus nombreuses, on ne le sait pas demain, quelqu'un d'influencer quelqu'un d'autre. C'est pas interdit. Donc le combat est très difficile. De même que, c'est pour ça d'ailleurs que le ministre de l'Intérieur parle de s'attaquer au circuit financier, parce que ça c'est sans doute quelquefois le plus efficace, quand ou des associations ou une organisation s'astreint à ne commettre aucune faute, à un discours extrêmement lisse, etc. Donc la question est compliquée. Et pour les municipales, pardon, mais pareil, moi je ne vois pas comment on empêche éventuellement des gens qui sont liés aux frères musulmans ou un frériste très discret de figurer sur une liste municipale, parce que c'est le choix des élus. Et on sait très bien, élus de droite et de gauche, on sait très bien que depuis quelques années, c'est ce qui se passe pour des raisons ou de paix sociale, comme disent les élus, ou de clientélisme, pour avoir des voix. Donc ça, moi, je vois pas comment on empêche ça. Moi, il me semble que l'angle mort de cette affaire, c'est qu'on voit bien que l'influence des frères musulmans, répétons, pour le moment, quand même assez mesurée, mais réelle, elle prospère sur le vide. Et donc, peut-être faudrait-il que l'État développe beaucoup plus une action sociale de proximité, parce que en fait on sait très bien que les frères musulmans ou leurs proches, ils ont des associations d'aide, de soutien scolaire, d'associations sportives, d'aide aux plus démunis, etc. Donc là, il y a probablement quelque chose à faire. Alors Catherine, je vais vous donner la parole. C'est gentil. Je vous promets. Mais d'abord, on va écouter Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, qui a réagi de façon assez vive à ce rapport et à ses conséquences. On l'écoute. Il faudrait savoir en quoi c'est un sujet qui, quelque part, mérite à un moment d'être posé au point de faire un comité de défense, c'est-à-dire d'imaginer que vous avez un ennemi intérieur dans le pays qui va être éradiqué. Ça, c'est une première question. La deuxième chose, c'est que si vous regardez le rapport, vous apercevez qu'en réalité, c'est la visibilité de la religion musulmane qui est mise en question. Donc moi, ce que je crois, c'est qu'on est en train, en réalité, une fois de plus, de mettre sur le dos de l'islam, à travers la lutte soi-disant contre les fréristes, absolument tous les problèmes de ce pays. Donc, finalement... Je suis entièrement d'accord avec Éric Coquerel. Ah, vous n'avez plus rien à dire, si. Non, j'ai des choses à ajouter, parce que vous lui avez coupé la chic, donc peut-être il avait dit d'autres choses et que je vais pouvoir compléter. Mais je suis entièrement d'accord. Je trouve ça totalement disproportionné de faire un conseil de défense. Je trouve que le symbole que cela envoie est un symbole guerrier qui est étouffant. Et je crois que c'est une stratégie politique, alors dont on sait qu'elle est utilisée avec constance et avec une certaine amplitude par Bruno Retailleau depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire qu'il ne cesse que d'attaquer les musulmans. Mais c'est Macron qui décide le Conseil de défense. Donc, je dis, Retailleau fait ça avec constance. Je suis totalement désolée de voir que Emmanuel Macron
emboîte ce pas, parce qu'il peut réprimander son ministre de l'Intérieur de lui voler la vedette. Il n'est peut-être pas obligé de mettre en scène, de faire un conseil de défense. Et un deuxième conseil de défense. En plus, il veut revoir les copies. Non, mais alors, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'on veut nous faire peur à tous. C'est-à-dire à nous, qui ne sommes pas musulmans, et aux musulmans. C'est-à-dire qu'on est en train de créer un climat d'inquiétude qui est totalement... Oui, on nous inquiète en nous disant que les frères musulmans sont partout, qu'ils vont faire la charia dans le pays, que d'ailleurs, ce que dit Éric Coquerel, en fait, moi, ce que je vois plus de musulmans, il y a moins de musulmans qui pratiquent, puisque c'est en effet à peu près 1 million, 1,2 million musulmans pratiquants, mais ceux qui 20%. Pratiquent, 20% des 5 millions de musulmans en France. Donc, mais ceux qui pratiquent, on le voit davantage, parce que les femmes mettent leur foulard et puis qu'on voit des abayas, des hommes avec la tunique, etc. On le voit davantage. Mais la vérité, c'est qu'en fait, des musulmans, il y en a beaucoup qui se sont totalement intégrés. Moi, je veux juste témoigner par mon métier. Je suis architecte, c'est-à-dire je côtoie des musulmans qui sont en bas, c'est-à-dire des maçons, des chefs de chantier, des entrepreneurs, des ingénieurs, des gens qui mettent leur boîte, qui fondent leur boîte. Là, vous trouvez dans le bâtiment, vous trouvez énormément de musulmans. Je peux vous dire que sur les chantiers, quand c'est, par exemple, le mois du Ramadan, on s'arrête au moment où c'est la fin du Ramadan. On ne boit pas d'alcool sur les chantiers où il y a beaucoup de musulmans. Par exemple, il y a quelque chose qui a changé par rapport, dans mon expérience, je peux dire que c'est beaucoup plus visible, c'est beaucoup plus assumé. En revanche, ça ne pose problème à personne. Mais franchement, moi, je m'en fiche complètement que les gens ne boivent pas d'alcool. Même, je trouve ça plutôt pas mal qu'on ne boive pas d'alcool sur un chantier, pour tout dire. Non, mais franchement, je veux dire... Donc, que les femmes mettent un fichu sur la tête, mais qu'est-ce que je m'en fiche ? Et je suis Catherine, là, vous faites de l'amalgame. Là, on parle des frères musulmans. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, on fait peur à tout le monde parce qu'en fait, il y a peu de gens qui pratiquent et que ceux qui pratiquent, on les voit davantage. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de revendication identitaire que l'on assimile aux frères musulmans. Ça, c'est là l'assimilation, elle est faite là. C'est-à-dire on assimile ceux qui pratiquent de façon... qu'on les remarque dans l'espace public, qui ont un foulard sur la tête, par exemple, on dit ceux-là, ils sont des intégristes, etc. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que, ce n'est pas forcément vrai. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je voudrais savoir quelle est la nature de la réponse. Mais dans ce rapport, il n'y a pas d'assimilation des musulmans. Mais non, on parle des frères musulmans. Non, je suis désolée. Dans ce rapport, on ne parle pas... Et d'ailleurs, par exemple, on conteste, on met en doute des personnes nommément. Par exemple, le directeur de cabinet du maire de Colombes, il est cité nommément, ce qui est quand même totalement scandaleux. On conteste l'utilisation du terme islamophobie, c'est-à-dire qu'on fait de l'idéologie à plein tube dans ce rapport. Donc je regrette, mais ce rapport n'est pas juste un rapport comptable, c'est un rapport qui installe une vision de la société française dans lequel on essaie de dire qu'en gros, il faudrait que les musulmans reviennent au temps ancien où ils étaient cachés et qui ne le disaient pas et qu'on ne le voyait pas qu'ils étaient musulmans. C'est ce qui est dit dans ce rapport. Moi, ce que je vous dis que ce qui ressort de ce rapport, de la campagne politique faite par Retailleau, de l'utilisation du Conseil de défense, de tout le battage médiatique, c'est qu'on est en train de pointer, de constituer les musulmans comme nos ennemis de l'intérieur. Et que ça, je regrette, mais c'est quelque chose qui va nous faire... Vous parlez de l'exploitation politique. Mais il y a quand même le fond d'un mouvement qui existe, qui est minoritaire et qui commence par mettre en cause, fragiliser les Français de culte musulman qui sont parfaitement intégrés dans le pays. Donc, premièrement, quel est le président de la République qui a demandé au Qatar de venir financer les talents de banlieue. Non, mais il y en a eu plusieurs. Oui, non, mais le Qatar, ça fait déjà 3 mois. Il y a au moins 3 présidents qui ont... En particulier, c'est Nicolas Sarkozy qui a commencé à demander au Qatar. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que ceux qui sont aujourd'hui les amis de M. Retailleau sont ceux qui ont fait venir le Qatar pour financer les frères musulmans dans les banlieues françaises. La deuxième chose, c'est pourquoi est-ce qu'on est dans un système de ghetto comme on le vit dans les banlieues françaises. C'est pas les musulmans qui ont décidé de vivre dans des ghettos. Je regrette, c'est l'organisation du territoire, c'est la spéculation foncière qui fait qu'on a une... Là, on sort du rapport. On est très loin du rapport. Mais non, on ne sort pas du rapport parce que le rapport, il parle des ghettos. Je vous assure. Le rapport, il parle des ghettos. Et donc, les ghettos, ils sont créés par qui ? Qui
l'a organisé? Qui l'a fait? Le rapport, il est centré sur les frères musulmans. Est-ce qu'il y a des discriminations ou pas à l'égard des musulmans? Et est-ce qu'on est en train de les lever ou au contraire de les aggraver? Avec ce rapport, avec l'exploitation politique qui en est faite. Je pense qu'on est en train de stigmatiser et d'aggraver. Et donc, on va jeter dans les bras des musulmans qui pratiquent leur culte sans problème. On va essayer une motion de synthèse. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Je suis pas sûr d'y arriver. Tentez votre chance, Jean-Marie. Non, mais ça illustre très bien le danger, ou la façon dont la France traite ce type de problème, c'est-à-dire de façon déraisonnable, en tirant un maximum vers l'instrumentalisation politique. Parce que c'est vrai que ce rapport en lui-même, il pointe une réalité. Non, mais c'est une réalité. Oui, qui est ancienne et toute petite. Elle est ancienne et toute petite, elle ne méritait pas un conseil de défense. À nos portes, c'est à 1 heure de train. Vous allez à Bruxelles et vous verrez à Bruxelles les dégâts que peut faire la prise en main d'une municipalité entière, progressivement, petit à petit, avec l'élément du temps qui est majeur et qui arrive à conquérir des places fortes comme ça. Et après, ça donne des situations absolument dramatiques. C'est l'exemple de Molenbeek et il n'est pas le seul. Donc en France, voilà, et en France, exactement. Et donc qu'en France, on veuille se prémunir contre ce phénomène-là, c'est normal. Et il est normal qu'on attire l'attention dessus. Il est normal que des hauts fonctionnaires, en l'espèce, ait pointé les choses et nous ait dit exactement ce qui est en cours. Le frère musulman, il faut rappeler qu'ils sont très vigoureusement combattus. C'est peu de le dire par l'Égypte, entre autres, par l'Arabie également, et qui sont fortement soutenus par le Qatar. Et par la Turquie. Et par la Turquie. La place forte aujourd'hui des frères musulmans, c'est la Turquie. Donc ça pose toute une série de problèmes diplomatiques et autres. C'est cela qui... Et par ailleurs, c'est vrai que le résultat de cette surexploitation politique, c'est en effet de créer la frontière dont vous parlez, c'est-à-dire de tendre vers la stigmatisation des musulmans en France. Et ça, c'est très exactement ce que Emmanuel Macron a reproché au ministre de l'Intérieur. Pourquoi il a fait un conseil de défense? Il ne l'a pas envoyé dire. Après, l'histoire du conseil de défense, ça peut se discuter en effet, mais c'est simplement en période de cohabitation, c'est une façon pour le président de la République de montrer... Pourquoi vous dites qu'ils cohabitent? Parce que c'est la réalité. C'est oui. Ah bon. Bien sûr. Non, je ne crois pas. Je crois que c'était un socle commun dans lequel il y a le parti du président. Oui, il n'y a pas de parti du président. Mais ça ne fonctionne pas comme ça dans la réalité. Vous avez un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle qui sont à l'intérieur du gouvernement et qui commencent à mener la bataille. Donc voilà. Et donc que le président de la République ait dit son fait au ministre de l'Intérieur, c'est un événement politique, je crois, important. Et par ailleurs, pareil pour ce qui est des musulmans de France, regardez ce qui se passe au Festival de Cannes. Il y a un film d'Afsia Herzi qui traite de la vie et des débuts dans la vie d'une adolescente de confession musulmane qui veut être une bonne musulmane, mais qui veut être aussi une très bonne Française et qui fait son parcours pour essayer de s'élever dans la société, ainsi de suite. C'est apparemment un film qui a ému tout le monde à Cannes, mais il y avait aussi... Il suffisait de se rappeler des œuvres de Keshish, et notamment l'Esquive, qui montre un appétit, une connaissance, une soif de la culture française extraordinaire, mais vraiment extraordinaire et bouleversante, et qui montre que voilà, l'essentiel de cette population, elle veut être comme nous, elle veut être comme les autres, elle veut être en France, et elle veut tout autant être musulman et français. Et ça, ce sont des œuvres majeures, parce que ça éclaire beaucoup plus sur la réalité que n'importe quel discours politique. Alors, justement, on va quand même revenir à la politique. Vous avez parlé de la présidentielle. Il y a un sondage IFOP pour Le Figaro qui a été publié suite à la victoire de Bruno Retailleau, dont on a beaucoup parlé, qui est devenu le patron des Républicains, incontesté, 3/4 des votes. Les premières intentions de vote à la présidentielle, alors, en tête, c'est Marine Le Pen ou Jordan Bardella, 31%. Ensuite, Édouard Philippe, 21%. Et ensuite, Bruno Retailleau, 16%, plus 5% par rapport à il y a 2 mois. Vient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 13,5%. Et ensuite, aucun autre candidat potentiel ne passe la barre des 5%, y compris le patron, enfin, jusqu'à nouvel ordre, du Parti socialiste, Olivier Faure. Carole, est-ce que c'est le début d'un espoir, en effet, pour Bruno Retailleau, ou est-ce que c'est beaucoup trop tôt et beaucoup plus compliqué que ça ? Alors, c'est évidemment trop tôt pour tirer des plans sur la comète pour 2027. Maintenant, ce qui est clair, c'est que dans la foulée de son élection triomphale, quand même, à la présidence de son parti, il y a effectivement un effet Retailleau, en tout cas à droite, évidemment. Donc,
Ça va forcément faire bouger les lignes parce que là, le sondage que vous venez de citer, c'est pas sur les sympathisants LR. C'est intention de vote des Français. Donc plus 5 points, ça veut quand même dire quelque chose. Donc il peut s'amorcer une dynamique. Et donc, ça va faire bouger les lignes un peu partout. Édouard Philippe, qui est stable pour le moment à 21%, mais est-ce que s'il a percé, la progression de Retailleau continue? Enfin voilà, il peut y avoir des concurrences qui s'installent. Le pari de Retailleau, on le sait très bien, c'est, puisqu'on parle beaucoup d'un ticket, Édouard Philippe, Retailleau, en disant, si ils étaient tous les deux candidats en 2027, là, ils disparaissent tous les deux dans le trou parce qu'on aura évidemment le Rassemblement national, qu'il s'agisse de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella, face à la gauche. On n'en est pas là, tout ça peut évoluer. Si Marine Le Pen est empêchée, Jordan Bardella peut baisser. Et le pari de Retailleau, c'est effectivement de voir comment tout ça va bouger, et c'est de prendre le leadership, et que ce soit éventuellement les macronistes qui puissent se rallier à lui plutôt que l'inverse. Maintenant, il est bien trop tôt pour dire comment tout ça va évoluer. On verra. Mais en tout cas, il a du boulot devant lui, parce que s'il veut récupérer l'électorat populaire, ce qui est son objectif, c'est-à-dire beaucoup de gens qui sont des électeurs du Rassemblement national, il va peut-être falloir qu'il change un petit peu son discours et ses propositions en matière sociale, par exemple. Bruno, est-ce que c'est un feu de paille, ou est-ce que quelque chose peut s'installer dans la durée, hein? On a déjà vu des candidats républicains qui étaient pas mal dans les sondages, pas si loin de la présidentielle. Valérie Pécresse est montée à 17%. Voilà. Et elle a fini, elle a fait un quart de ça. Voilà. Elle a fait un 4 et quelques. 4, voilà. Donc... Moi, écoutez... Bon, c'est loin, j'allais dire. On sort juste de l'élection des LR qui incontestablement a porté Bruno Retailleau très haut, et du coup là il y a un sondage avec forcément un peu d'impact à la fois sur sa notoriété et un peu de popularité. Donc du coup c'est vrai qu'il est porté. Moi je dirais que ce sondage montre 3 choses. Que Bruno Retailleau effectivement devient un élément qui entre dans l'équation de 2027. Je pense que pour le revoquer, les carottes sont cuites, celles de Lisnard, peine réchauffée, et Xavier Bertrand, ça va être un peu compliqué, mais il ne faut pas les éliminer quand même. La deuxième chose, c'est que Édouard Philippe, quoi qu'on en dise, reste d'une stabilité incroyable. Et il y a comme une sorte de personnage maintenant qui reste haut, et malgré toutes les hypes de Tal, la hype des uns des autres, il est toujours là. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on lui resserre tout le temps. Il veut la retraite à 67 ans, il a voulu les 80 km/h. L'électorat de centre droit, pour l'instant... Il s'est déclaré très tôt aussi. Voilà. Et on verra si il a médité sur Alain Juppé, qui est resté aussi très haut pendant longtemps. Et la troisième chose, c'est que les sondages sont quand même un peu... toutes ces enquêtes sont quand même un peu biaisées par le fait qu'on continue à mettre Marine Le Pen, et que Jordan Bardella, pour l'instant, fait le candidat de remplacement. Il a été testé, là. Oui, aussi. mais il fait à peu près le même score. Oui, il fait Moi, le même score. Je pense qu'il fait le même score parce que les gens, pour l'instant, vont directement dessus, ils bougent pas. Après, la présidentielle de 2027, un candidat de 30 ans qui voudra être président de la République, je demande à voir s'il reste à 31%. Peut-être qu'il se qualifie au second tour, mais je ne suis pas sûr qu'il reste à ce niveau, d'autant plus que d'autres concurrents dans son couloir vont vouloir aller le descendre un peu, soit parce qu'ils ne l'aiment pas, soit parce que la nièce Le Pen va considérer que c'est une affaire familiale, et que les Zemmour ou sa compagne vont vouloir aussi faire entendre. Donc le score du Rassemblement national est peut-être quand même surcoté dans cette Ce qui peut profiter à Retailleau. Ce qui peut profiter à Retailleau ou pas, parce qu'au fond Retailleau va quand même avoir un choix à faire. Est-ce qu'il veut aller chercher l'électorat de droite à sa droite, ou est-ce qu'il veut aller chercher les déçus du macronisme? Et je pense qu'il a un choix à faire, et ce choix sera fondamental. Et à mon avis, c'est plutôt vers les déçus du macronisme qu'il doit aller. Mais c'est pour l'instant pas à eux qu'il s'adresse, Catherine. C'est-à-dire que je trouve que si vous regardez comment réagit Gabriel Attal ces derniers temps, moi je trouve qu'il fait un pont pour que les déçus du macronisme puissent aller vers Retailleau.
Je pense qu'il est en train. Gabriel Attal En même temps sur Retailleau. Hein. Peu importe. Oui. Ce que l'on retient, c'est que Gabriel Attal, il ne veut pas l'abaya ou le voile pour les filles de moins de 15 ans dans l'espace public, ce qui est totalement contraire à la loi de la laïcité. En même temps, il veut la fin de vie, ce que ne veut pas Retailleau. Oui, mais ce qui est fondamental pour l'instant sur Retailleau, sur quoi il est identifié, je maintiens que Retailleau s'est identifié sur un sujet. Je ne veux pas des musulmans, d'ailleurs je suis un bon chrétien. Voilà, c'est ça, le discours de Retailleau. Il n'y a pas d'autre thème en dehors de contre l'immigration, contre les musulmans. Pour l'instant, d'ailleurs, je pense que c'est une grosse... Je ne veux pas des musulmans, c'est plutôt Zemmour que oui, Retailleau. mais Retailleau, il leur fait la bagarre. D'accord. Écoutez, moi je pense que c'est pareil. Voilà, vous pensez que c'est pas pareil. Moi je pense que Zemmour et Retailleau, c'est la même chose. Moi je pense que c'est pareil. D'ailleurs, Retailleau... C'est pas comme ça qu'on devient président, si. Je pense que c'est pas comme ça qu'on devient président, mais c'est comme ça qu'il est positionné et ça vient pas d'apparaître. C'est-à-dire, il était quand même l'adjoint de Philippe de Villiers, qui est un nationaliste chrétien virulent, qui n'a rien à envier à Zemmour, avec qui il est copain. Donc tout ça, c'est la même famille. Quand vous avez parlé du couloir de nage tout à l'heure, j'ai pensé que vous mettriez Retailleau dans le couloir de nage de l'extrême droite. Je ne le mets pas dans ce couloir. Moi, je le mets dans ce couloir. Je pense qu'il nage absolument sur les mêmes terres et que malheureusement, ce qui me navre... C'est une droite conservatrice, oui, ça c'est vrai. Pas je ne mets pas la droite conservatrice dans l'extrême droite. Moi, je dis que c'est une droite conservatrice qui, en plus, devient raciste. Donc ça fait quand même beaucoup. Je ne crois pas non plus. Moi, je le crois. Je crois que Retailleau est en train de nourrir le racisme en France. Vous allez trop vite en besogne. Je vais trop vite en besogne. Retailleau est un sénateur et en même temps, quand on est à son poste, venant du Sénat, il y a des choses il y a des limites qu'on sait tenir, je pense. Je peux me tromper. Il va falloir qu'on va continuer à parler de Bruno Retailleau, mais tout de suite. Qu'est-ce qu'on envoie comme message? Le subliminal, il n'y a pas juste le costard et la cravate. Catherine, je vous arrête parce que c'est l'heure de la chronique sur les réseaux avec Véronique Reissoult et on va continuer à parler de ce sujet. Bonjour Véronique, directrice de Bonne Consulting. Alors on était en train de parler de Bruno Retailleau, j'ai dû interrompre Catherine à ce propos. En plus, j'ai fait un truc qui n'est pas bien du tout, c'est que nous avons sorti un sondage pour le Figaro en fin de journée. Et voilà, j'aurais dû vous l'envoyer, qui était un complément de celui paru que vous venez Mais vous êtes là pour en parler. Alors je n'ai pas de DLS, mais je vais vous lire les chiffres. Donc ce sondage n'était pas un sondage d'intention de vote, mais un sondage de comparaison d'images entre M. Retailleau et M. Philippe. Donc il sort ce soir, et pour la première fois, Bruno Retailleau devance M. Édouard Philippe en termes de bonnes opinions, puisqu'il a 51% contre 48% pour Édouard Philippe. Donc il y en a un qui a gagné 10 points et l'autre qui a perdu 9 points depuis le mois de décembre. Et quand on regarde les positions partisanes, pour M. Retailleau, il y a 74% de bonnes opinions chez Renaissance contre 87% pour Édouard Philippe. Donc il est encore mieux vu du côté Renaissance. Rassemblement national, 65% de bonnes opinions pour M. Retailleau. 36% pour M. Édouard Philippe. Et 90% évidemment LR ont une bonne opinion de M. Retailleau. Un chiffre différent inquiétant. Voilà. Mais 69% pour Édouard Philippe. Donc ça, c'est sur les bonnes opinions. Et quand on regardait les points d'image, des convictions profondes, c'est 62% pour Bruno Retailleau et 55% pour Édouard Philippe. C'est où il va, 58% pour Bruno Retailleau et 50% pour Édouard Philippe. Solide a de l'autorité, 55% Bruno Retailleau, 48% Édouard Philippe. Et dynamique, 54% pour Bruno Retailleau et 50% pour Édouard Philippe. Donc voilà. Et donc après, quand voilà. Non, ça joue à 50 choses. C'est remarquable, comme le disait Bruno tout à l'heure, c'est remarquablement stable pour Édouard Philippe. Oui, exactement. Ça fait 5 ans qu'il est sorti de Matignon, quand même. Oui, mais on va en parler un peu plus sur ce que disent les gens. Donc après, il y avait aussi une question, est-ce qu'il doit rester au gouvernement, Monsieur Retailleau? 54% des Français pensent que oui. Et moi, j'ai été regarder ce que les internautes ont dit, parce que là, on a posé des questions, mais là, on ne pose pas de questions, on regarde ce qu'ils disent. Sur Bruno Retailleau, alors d'abord, il y a eu beaucoup plus de volume, bien évidemment, parce qu'il a eu une actualité chargée cette semaine. Et d'ailleurs, on voit, il y a quelques émojis qui rappellent cette actualité, l'urne, la coupe, les chiffres, la fusée, tout ça. Bon, voilà, pour dire que. Après, il a aussi une actualité en tant que
en tant que ministre. Donc vous avez le cartable symbolise le fait qu'il est ministre et qu'il doit rester ministre. Vous avez évidemment quelques symboles autour des frères musulmans. Donc on voit bien qu'il était au cœur de l'actualité. Et on est plutôt sur soit des sujets sur lesquels il parle, soit le constat de sa victoire. Et là où il est tout rouge, ça signifie quoi? C'est les gens qui ne sont pas trop contents. Pas trop contents qu'il ait été élu, pas trop contents de sa position sur les frères musulmans. Mais, voilà. Mais vous voyez bien que globalement, on n'est pas sur quelque chose de ni positif ni négatif, hormis la victoire. Voilà, les symboles de la victoire. Mais globalement, c'est assez, on commente, il commente, nous commentons. Nous commentons beaucoup, mais nous commentons. Et il y a beaucoup d'engagement aussi, c'est-à-dire que sur chacun des messages, les gens sont très concernés, c'est-à-dire qu'il y a une forme de tension, et les uns et les autres commentent. Même chose sur Édouard Philippe. Bon, là, maintenant, ce n'est pas les mêmes volumes, parce qu'il n'avait pas la même actualité. Et lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de symboles de... Ah, non, pas du tout. C'était pas ça. Je vous le ferai après. C'est pas Édouard Philippe. Ce n'est pas trop Édouard Philippe. Vous voyez, quelqu'un qui dort, qui dort, voilà. Et en gros, des gens qui sont dubitatifs et qui disent, bah, en fait, il n'a pas dit grand-chose et pas fait grand-chose depuis son départ. Donc, voilà, il y a pas mal de commentaires de ce type-là. Et ensuite, vous avez quelques symboles qui rappellent finalement beaucoup d'éléments sur son passé et de résultats. Et en fait, dans les commentaires qu'on pouvait lire, c'est les élections, c'est dans longtemps. Le seul truc qui sera notre juge de paix, ce seront les résultats. Il y a des résultats pour Édouard Philippe et il n'y en a pas pour Retailleau. Attendons. Voilà, je vous la fais courte, mais en gros, c'était ça. Voilà. Alors, vous nous parlez, Véronique, souvent des dérives de l'intelligence artificielle, comment ça peut être utilisé de façon improbable. On vient d'en voir un petit extrait dont vous allez nous parler un petit peu plus en détail parce que ça va nous édifier, je sens. Et surtout, je pense que c'était pour vous détendre parce que je sens assez tendu ce soir. Donc on va parler plus léger. Alors voyez, c'est l'utilisation de l'IS. Qu'est-ce qui s'est passé? Le nouveau sommet de la communauté politique européenne qui a eu lieu à Tirana en Albanie était sur le thème Nouvelle Europe, Nouveau Monde. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transformé tous les dirigeants européens dans un petit film en bébé. Donc là vous avez le bébé. Bienvenue en Albanie. Ah, voilà. Et donc, on a vu M. Erdogan. Lui, ça l'a pas trop fait rire, le truc du bébé. Mais les autres, ça les a beaucoup amusés. Voilà. Donc, comment l'IA finit par détendre un peu, c'était plutôt amusant. Évidemment, là, on a compris que... Parce que vous voyez, monsieur, ça l'a beaucoup fait rire. Voilà. Et là, voilà. Certains ont plus d'humour que d'autres, mais c'était rigolo. Ça a évidemment été viral sur les réseaux sociaux parce que c'est quand même voilà, léger, amusant. Voilà, il y en a quelques-uns qui en bébé font un peu peur, je vous le dis. Hein. Ça ressemble plutôt à Kim Jong-un. Un peu. Mais il y en a qui ont des vraies têtes de bébé, d'autres moins. Ensuite, voilà. Alors dernier, pour se détendre toujours, il y a une nouvelle marotte qui est apparue ces derniers jours, le Bucket Challenge, mais pour les animaux cette fois. Yes. Alors, le Bucket Challenge, vous vous rappelez, il y a 10 ans, il y avait eu un Bucket Challenge qui avait eu un succès fou. C'était donc le principe, on prend des seaux de glace, on se les reverse sur la tête, et c'est pour sensibiliser. Alors, à l'époque, c'était sur la sclérose amyotrophique. Et là, en fait, il y avait plein de stars qui avaient participé. Donc là, il y a un Bucket Challenge qui a été relancé, Ice One, cette fois-ci pour les maladies mentales. Mais comme le monde a changé, les gens se sont dit, finalement, se mettre des glaçons sur la tête, pas là, on va le faire sur les animaux. C'est une petite dérive. Donc Valérie Damido, sachez-le, aime les animaux et donc est très révoltée. Donc voilà, elle l'a dénoncé. Mais nous avons aussi globalement les uns et les autres qui disent, bon voilà, le principe c'est installer son animal de compagnie sur une chaise et lui jeter un seau d'eau glacée à la tête. C'est une tendance qui non seulement est désagréable, mais est dangereuse pour nos amis à quatre pattes. Les chiens risquent de glisser, de se blesser. Mais cette douche froide peut aussi entraîner un choc thermique. Et je vais vous montrer quelques images pour que vous compreniez ce qui circule sur TikTok. Voilà. C'est dans le cadre de la campagne pour le bien-être animal. Mais là, c'était pour les maladies mentales. Mais est-ce qu'on n'a pas affaire à des gens qui ont des maladies mentales eux-mêmes en faisant ça aux animaux? Voilà. Donc... une petite dérive, comme il peut y en avoir de temps en temps. Alors, heureusement, comme les uns et les autres se sont insurgés, le Ice Bucket Challenge sur les maladies mentales est en train de revenir sur les vrais gens. Mais voilà. Donc, comme je sais que vous êtes tout le temps sur TikTok et que vous aimez bien, je me suis dit, allez, on termine par une petite note, pas tellement politique, mais qui montre que... On aime bien être informé, mais on n'aime pas trop. Pas trop, en fait, voilà. Voilà. Bon, je vous propose pas d'en faire un tout de suite. Non, parce on va que pas le faire, là. le Voilà. Merci à vous, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. Et merci à vous d'avoir
regardé Politique sur France 24 et à la semaine prochaine.